Alors, quant aux formes subaiguës ou chroniques, elles réalisent de véritables tableaux de syndromes infectieux qui sont atténués, mais avec une succession de localisations secondaires. Et là, ces formes évoluent dans le temps. Elles évoluent dans le temps, elles vont nécessiter des hospitalisations longues et c'est difficile surtout quand c'est des âges extrêmes. Maintenant, il y a des formes, heureusement, elles sont devenues rares, c'est les formes avec état de choc. D'emblée, c'est une atteinte des organes à qui conditionne le pronostic, c'est-à-dire une atteinte cardiaque avec un état de choc et le malade en risque de le perdre bêtement. Maintenant, nous allons vous montrer des malades qui ont fait des endocardites avec des lésions nécrotiques. C'est une femme de 70 ans qui a une valve mécanique qui a fait un état de choc septique. Vous avez là une nécrose des extrémités qui a évolué vers l'avant-bras. C'est une femme qui a bénéficié donc d'une amputation des extrémités, mais l'évolution à la longue a été mauvaise. Le troisième tableau clinique que nous allons présenter, c'est les staphylococci-malines de la face. Staphylococci-malines de la face, malheureusement, elles sont fréquentes. C'est un motif de consultation qui est fréquent parce qu'on a tendance à triturer les boutons que nous avons au niveau de la face, que ce soit les hommes, que ce soit les femmes. Alors, elles sont secondaires à un furoncle de la face qui a été manipulé et lors de manœuvres intempestives, c'est-à-dire faites dans des conditions non septiques. Alors, une cellulite, elle réalise un tableau de cellulite diffuse de la face, c'est-à-dire un placard staphylococcique rouge, violacé. Il est froid, il est peu douloureux et il n'a pas de bourrelet périphérique. L'extension va se faire vers les tissus rétro-orbitaires avec une protrusion du globe oculaire et la constitution d'un chémosis. L'évolution, ça se fera vers l'atteinte du cordon veineux avec une thrombose au niveau du front et de l'angle interne de l'œil, puis du cuir chevelu. La gravité, elle sera liée à ce tableau de thrombophlébite du sinus caverneux qui réalisera un tableau de méningoencéphalite, voire une atteinte avec ophtalmologie, c'est-à-dire risque de perte de fente de l'œil. Les signes généraux, c'est que le malade sera très fébrile, une altération de l'état général sera objectivée. Les hémocultures, elles sont toujours positives et le prélèvement des pustules permettra également de poser le diagnostic. Le pronostic dépendra de la précocité du traitement. L'inconvénient, c'est qu'on peut être confronté à des formes aiguës fulminantes. Un autre tableau clinique, c'est les staphylococci toxiniques, c'est-à-dire elles ne sont pas suppuratives. Ça peut être un tableau de syndrome d'exfoliation généralisée, c'est le syndrome de nécrolyse épidermique par toxine exfoliante, staphylococcique, ou syndrome de l'enfant ébouillanté. Vous vous rappelez au départ, on vous a montré des images. Ça peut être un syndrome de choc toxique staphylococcique lié à une entérotoxine, TSST1. La porte d'entrée, dans ce cas, elle peut être génitale, elle peut être post-opératoire et cutanée. Elle sera caractérisée par une éruption scarlatiniforme généralisée en 7 jours. La porte d'entrée peut être génitale, ça je vais m'adresser aux étudiantes. Lors de vos périodes, il est souhaitable, quand vous portez des serviettes périodiques, de les changer toutes les heures et de ne pas les garder plus de 2 heures à 3 heures. Il y a un risque, comme nous avons dit, que nous avons des staphs du revêtement cutané. C'est une muqueuse, il y a une irritation, il y a risque de pénétration de ce staph et d'un sepsis. Donc, veuillez, je vous prie, changer vos périodiques toutes les 2 heures pour éviter qu'il y ait ce risque de survenue. Maintenant, les toxi-infections alimentaires, elles sont liées à des entérotoxines qui sont thermostables. C'est souvent des toxi-infections collectives. L'incubation, c'est ce qui fait leur truc. L'incubation est très courte, moins de 12 heures. Elles sont non fébriles et l'évolution est rapidement favorable. Dans ces 3 tableaux cliniques,
de staphylococci toxinique que nous venons de décrire, les hémocultures sont toujours négatives. Comment on va faire le diagnostic d'une infection à staph, d'un sepsis, d'une infection avec localisation? Il faut toujours rechercher des éléments de point de départ, c'est-à-dire une porte d'entrée et la présence du syndrome infectieux. Les éléments biologiques, ça va être des éléments d'orientation, c'est le bilan standard. L'hémogramme, vous aurez une hyperleucocytose apolynucléaire neutrophile. Le bilan inflammatoire, la CRP est positive, la procalcitonine, si on l'a fait, elle est positive, et la vitesse de sédimentation à la première heure est plus de 3 chiffres. On a des examens biologiques de retentissement de cette infection. L'ionogramme sanguin peut être perturbé. On peut avoir des gaz du sang également présenter des anomalies. On peut avoir un bilan de la crasse sanguine perturbé. Sur le plan radiologique, le téléthorax doit être fait systématiquement dès le départ en cas de suspicion d'une infection, d'un sepsis. Une échographie abdominopelvienne au départ est une échographie de débrouillage pour voir s'il n'y a pas déjà des lésions antérieures ou une atteinte, une pathologie antérieure et que cette infection actuelle risque d'aggraver. Au besoin, devant des signes neurologiques, une TDM cérébrale doit être réalisée. En cas d'atteinte ostéo-articulaire, c'est d'abord une radio de face qui est faite, puis au besoin, elle peut être orientée, voire une scintigraphie osseuse qui permettra souvent de poser le diagnostic précocement en cas d'une atteinte ostéo-articulaire. Devant une atteinte cardiaque, une symptomatologie parlante, on peut faire une écho-cœur, voire une ETO, c'est très important. Comment poser le diagnostic de certitude? Ce diagnostic de certitude, il doit être bactériologique. Il va reposer sur la réalisation des hémocultures, qui seules, ainsi que des prélèvements au niveau d'autres portes d'entrée qui sont accessibles, permet de poser le diagnostic. Les hémocultures, alors ces hémocultures, elles vont être réalisées. Elles doivent répondre à des critères de réalisation, c'est-à-dire 6 critères. Elles doivent être réalisées dans des conditions d'asepsie rigoureuses, avant toute antibiothérapie. Elles doivent être multiples et répétées dans le nictémère, c'est-à-dire plus de 3. Elles doivent être réalisées au pic thermique, lors des frissons, même lors des hypothermies, d'accord ? Et elles doivent être ensemencées sur des milieux aussi bien aérobies que sur des milieux anaérobies. Et il est important de savoir la quantité de son qu'il faudra mettre en culture. Chez l'adulte, c'est 5 à 10 cc. Chez l'enfant, c'est 2,5 à 5 cc par ballon d'hémoculture. Les prélèvements peuvent être faits à partir de son, à partir des lésions cutanées, à partir de certains liquides biologiques, mais faire attention, il y a un risque de contamination. Il faut toujours mettre en culture sur des milieux de sang et des milieux de Chapman et recherche de coagulase et réaliser des antibiogrammes. Le prélèvement au niveau de la porte d'entrée, si celle-ci est accessible, et les localisations secondaires sont un plus au diagnostic. Ils permettront d'étoffer, voire de conforter notre orientation diagnostique. Comme nous l'avons dit, c'est les 6 critères de réalisation des hémocultures. Il n'y a pas lieu de les répéter, je vous les ai donnés, vous les retenez. Le diagnostic différentiel doit être fait. Il doit être fait devant les formes bactériémiques, c'est-à-dire quand il y a le germe qui est dans le sang. Il doit être fait avec les autres bactériémies, c'est-à-dire avant d'évoquer le staph, il faudra également évoquer les grammes négatifs, il faudra évoquer les autres grammes positifs. Il faudra évoquer les suppurations profondes qui peuvent se traduire par de véritables tableaux de sepsis, évoquer la tuberculose dans les formes suraiguës ou dans les formes d'évolution chronique. La staphylococcie maligne de la face fait discuter toujours un érysipèle de la face ou un zona ophtalmique. Alors, pour conforter notre diagnostic, il faut toujours des hémocultures positifs avec un isolement
au moins sur 2 émoques d'un germe identique. Ceci permettra de poser le diagnostic. Pour le traitement, il va reposer sur des armes thérapeutiques qui sont multiples. Il va reposer sur des antibiotiques anti-staphylococciques. Certaines formes peuvent bénéficier de corticoïdes, vous allez voir c'est lesquelles. On aura recours à une immobilisation plâtrée dans les atteintes ostéo-articulaires. On pourra recourir même dans ces atteintes ostéo-articulaires à la chirurgie, voire dans l'atteinte cardiaque également. C'est des malades qui peuvent bénéficier de remplissage vasculaire, d'une oxygénothérapie, voire d'une héparinothérapie. Les formes cutanéo-muqueuses, surtout, c'est les soins locaux, antiseptiques, drainage d'une folliculite profonde. L'antibiothérapie se fera par voie orale, c'est une forme cutanéo-muqueuse. On aura recours soit à des macrolides, soit à des synergistines. Macrolides, ça sera érythromycine ou bien de la rofamycine. Les synergistines, ça sera la piostacine à 50 mg par kilo par jour. En cas d'un syndrome de Leyel, la réhydratation est très importante et le malade doit être dans une unité de soins intensifs parce qu'à tout moment, le tableau peut s'aggraver. On aura une furonculose. Le traitement, il faudra traiter le terrain parce que la survenue de furoncles peut évoquer souvent un diabète. Devra donc réaliser un bilan métabolique, évaluer l'hémoglobine glyquée chez le malade. Il faudra procéder parfois à une cure chirurgicale du gîte. Il faut savoir que ces dernières années, ces furonculoses répétées, en dehors du diabète, peuvent nous révéler des pathologies de Crohn. Les formes bactériémiques, alors antibiotiques anti-staph. On a recours à des bêta-lactamines, à type d'oxacinine ou de céphazoline, à l'aminoside, gentamicine, aux synergistines et l'incosamide, et comme la prestinamycine. On peut recourir au quinolone, aux glycopeptides et lipopeptides, c'est la vancomycine et la teicoplanin. On peut recourir à d'autres antistaphes majeurs, c'est l'acide fusidique, la phosphomycine, le cotrimoxazole. La rifampicine, on le laisse, c'est un excellent antistaphe, mais on le laisse de côté parce que nous sommes un pays à endémicité de tuberculose, afin qu'il n'y ait pas de risque de résistance. On laisse en dernier recours. Les moyens, les molécules, elles sont là dans un tableau récapitulatif avec les différentes doses. Donc, à vous de les voir. Les indications, dans les formes bactériémiques, on a recours à, quand c'est une bactériémie à staph méthylsensible, on peut utiliser une pénie M. La Genta peut être donnée optionnellement sur 3 ou 5 jours. Quand c'est un staph méthylrésistant, on peut donner un glycopeptide, c'est dire la vancomycine, et la Genta sera également optionnelle. Dans les endocardites, c'est si c'est un staph méthys-S, c'est pénie M, avec parfois rifampicine. Si c'est un staph méthys-R, c'est vanco, parfois rifampicine, mais on peut mettre également de la Genta. Ce que je veux que vous reteniez, c'est que devant toute staphylococémie, tout sepsis, c'est une double antibiothérapie par voie parentérale, c'est-à-dire injectable, d'accord, à dose adaptée au poids, fonction du terrain, s'il n'y a pas une allergie au thérapeutique, d'accord, c'est très important. C'est une double antibiothérapie bactéricide synergique par voie parentérale, adaptée au poids et à la fonction rénale et au terrain d'allergie. Quand c'est une localisation ostéo-articulaire, vous voyez, on a recours également à la double antibiothérapie. Si c'est un staph méthylsensible, ça sera pénie-M en IV initial. Le relais peut être pris en oral par une fluoroquinolone ou avec de la rifampicine ou une fluoroquinolone. Mais c'est une double antibiothérapie. C'est pénie, rifa ou pénie, genta. Le relais se discutera après 15 jours d'apyrexie. Si c'est un staph méthylrésistant, c'est de la vanco avec un antibiotique actif qui peut être soit de la rifampicine, soit
une quinolone, mais il faudra faire très attention à la fonction rénale, de l'acide fusidique ou carrément de la phosphomycine. Si c'est une localisation neuroméningée, c'est une double antibiothérapie de première intention. Si c'est un métis-S, c'est céfotaxime phospho. Si c'est un métis-R, c'est vancomycin. Il ne faut jamais oublier de traiter la porte d'entrée et les localisations secondaires. Ça peut être un drainage d'une collection. On procédera au retrait du cathé avec l'ablation d'une prothèse. Les moyens thérapeutiques, c'est les bêta-lactamines, les aminosides, la vancomycine, voire rifampicine, phosphomycine, pyostacine. Ici, je vous ai donné les différentes doses, comment on les instaure. Si c'est une pénicilline, alors du groupe M, c'est la l'oxacinine, c'est 200 mg par kilo par jour. Si c'est une céphalosporine de première génération, ça sera de la céfazoline, c'est-à-dire le céfacidal, ou bien c'est céphalotine, c'est le kéflin. L'aminoside, c'est la gentamicine, 3 à 5 mg par kilo par jour, ou bien de l'amicacine, 15 mg par kilo par jour, en perfusion de 30 minutes. Si c'est une vonco, c'est 25 à 40 mg par kilo par jour. C'est des perfusions de 60 minutes, 2 fois jour, auxquelles on ajoutera les autres molécules, comme nous avons dit. Il y a la possibilité de recourir à la rifampicine ou bien la phosphomycine. Et le relais oral, on le fait toujours par de la pyostacine. La conduite thérapeutique, nous avons deux situations. Quand les hémocultures n'ont pas été faites ou elles sont en cours. Le traitement probabiliste de première intention est une bêta-lactamine associée à un aminoside. S'il y a une amélioration, on maintient le traitement. Si l'évolution est défavorable, on va l'adapter en fonction de l'antibiogramme. Le choix sera fonction des localisations secondaires et de la nature de la porte d'entrée. Maintenant, si le germe est isolé et résistant aux antibiotiques instaurés, bien sûr, il faudra changer le traitement en fonction de l'antibiogramme et selon l'évolution clinique. Le choix des antibiotiques va reposer sur notre documentation bactériologique, la sensibilité du staph isolé à la méticilline et la diffusion de l'antibiotique au site de l'infection et la gravité de l'infection. Les règles de prescription, c'est des règles d'or que vous devez connaître par cœur. C'est la double antibiothérapie bactéricide et synergique, au moins un par voie intraveineuse, avec une prise répartie toutes les 6 ou 4 heures, et celle-ci doit être instaurée après hémoculture pour une durée suffisante de 4 à 6 semaines si c'est un sepsis. Ensuite, il faudra que vous sachiez, de première intention, on donne de l'oxa et de la genta, à raison de 200 mg par kilo par jour d'oxacilline répartie en 4 à 6 prises en IV pendant 4 à 6 semaines. La genta, on donnera 80 mg en intramusculaire ou en perfusion d'1 heure toutes les 12 heures, c'est-à-dire 2 à 3 mg par kilo par jour répartis en 2 prises pendant 5 à 7 jours avec un contrôle strict de la fonction rénale. D'autres associations peuvent être indiquées, c'est céfacidal genta, sachant que céfacidal, on donnera 4 à 6 grammes jour chez l'adulte et 100 à 150 mg par kilo jour chez l'enfant. La durée du traitement, elle sera bien sûr fonction de la gravité et du siège de l'infection. La bactériémie sans localisation viscérale, ce sera 2 semaines au minimum. En cas de pneumopathie abcédée, c'est 3 semaines. En cas d'une endocardite, c'est 4 à 6 semaines. En cas d'une ostéoarthrite, c'est 6 semaines ou plus dans les formes chroniques. Les mesures adjuvantes, nous les avons citées au préalable, c'est l'oxygénothérapie, l'épuration extra-rénale, l'héparinothérapie curative ou préventive, le drainage d'une collection, le retrait d'un matériel prothétique infecté et sa mise en culture, immobilisation plâtrée, traitement de la porte d'entrée, staphylococci-maligne de la face, double antibiothérapie et les corticoïdes. Le traitement de la porte d'entrée est indispensable, des localisations secondaires et le retrait de matériel prothétique ou cathé. La surveillance impose une courbe thermique, une défaillance en cas de défaillance viscérale. Les marqueurs inflammatoires doivent être refaits et surveillés. Donc, on surveillera soit la procalcitonine, si elle a été réalisée, ou la C-réactine protéine. Les hémocultures doivent être faites avant, pendant et après. En cas d'une endocardite infectieuse, les refaire plusieurs fois avec dosage plasmatique des antibiotiques.
Nous avons ainsi fini le cours. Nous allons essayer de faire un cas clinique. À vous de le faire. Donc, un garçon âgé de 9 ans est scolarisé sans antécédents particuliers. Il est correctement vacciné. Il est amené par ses parents aux urgences pour frissons, fièvre chiffrée à 39,2. L'examen retrouve un enfant qui est conscient, en état général altéré, avec une tension à 9,5 mm de mercure pour un poids de 36 kg et une taille de 123 cm. La fréquence cardiaque est à 110 battements minute, la fréquence respiratoire à 32 cycles minute. Il présente une plaie du pied droit talonnière suintante. Quel examen paraclinique faites-vous dans le cadre de l'urgence? Une formule-numération sanguine, une CRP, une biochimie d'orientation et de retentissement, une confirmation par des hémocultures, un prélèvement de la porte d'entrée, une radiographie pulmonaire. Ce que nous venons de dire, ce sont tous les examens qui doivent être faits dans le cadre de l'urgence. La FNS, je la réalise parce qu'elle va m'objectiver une hyperleucocytose apolynucléaire neutrophique, voire elle peut me montrer une discrète thrombopénie, elle peut me montrer une anémie, une CRP, C-réactine, protéine ou bien la procalcitonine va confirmer que c'est une infection bactérienne et elle sera élevée. La biochimie d'orientation et de retentissement est indispensable. La glycémie, le bilan hépatique, le bilan rénal, un ionogramme également. Les hémocultures vont permettre de confirmer le diagnostic. Comme nous avons dit, elles doivent être faites avant toute antibiothérapie dans des conditions d'asepsie en nombre suffisant réparti dans le nictémère, en quantité suffisante par ballon, au pic thermique en cas d'hypothermie et lors des frissons, et elles doivent être ensemencées sur un milieu aéro-anaérobie. Si la porte d'entrée est visible et présente, elle peut bénéficier d'un prélèvement. On le fera, ça ne sera qu'un plus pour conforter le diagnostic. Radiographie pulmonaire est obligatoire, le téléthorax de départ est obligatoire. Pourquoi? Nous avons dit que dans les atteintes pulmonaires, la clinique, elle est tardive. Non, nous avons dit que la clinique, elle est précoce et l'interprétation radiologique est tardive. Non, aussi. La radiologie est précoce par rapport à la clinique. C'est la spécificité dans les atteintes pulmonaires. Donc, je pourrais avoir une atteinte radiologique, mais pas de symptômes cliniques. Ça, c'est très important. Et pourquoi on insiste dessus? Parce qu'au décours de l'évolution, la localisation secondaire peut apparaître pulmonaire. D'accord? Donc, voilà toute son importance. Quel est le diagnostic que vous allez évoquer en premier lieu? C'est un sepsis à porte d'entrée cutanée. Il a une plaie talonnière, très probablement à Staph, c'est pour ça que je le dis probable, avec une localisation pleuropulmonaire. Pourquoi? C'est un malade qui est polypnéique. Il est à 32 cycles par minute. D'accord? Que devez-vous retrouver aux examens demandés en urgence pour étoffer votre diagnostic? Nous l'avons dit, l'hyperleucocytose, la CRP positive, le téléthorax, puisqu'il est polypnéique, va m'objectiver des opacités labiles à droite, pneumothorax à gauche, très probablement. Les hémocultures, un prélèvement au niveau de la porte d'entrée et un isolement d'un Staph aureus communautaire. Regardez. L'enfant est conscient, bon état général, fréquence cardiaque, fréquence respiratoire 32 cycles minutes, une plaie du pied droit, sans antécédent particulier, fièvre, frisson. Voilà ce qu'a présenté le malade. Ici, quand je vous ai dit un téléthorax avec des opacités labiles et un pneumothorax à gauche, pourquoi j'ai mis ces deux images? Parce que les opacités labiles à droite sont fréquentes. Et le pneumothorax est la terminaison d'une évolution. C'est un enfant, il peut vous faire un pneumothorax. Donc, c'est juste pour que vous le gardiez à l'esprit. D'accord? Nous avons, quelle est votre conduite à tenir? Bien sûr, je vais l'hospitaliser. Je vais le mettre en condition. Il va avoir deux voies d'abord, une position demi-assise et une oxygénothérapie. La double antibiothérapie, elle sera de type bactéricide et synergique
à dose septicémique, c'est-à-dire 200 mg par kilo par jour, on y va pendant 6 semaines d'oxacimie, et 3 mg par kilo par jour en intramusculaire pendant 5 à 7 jours de jeûne. Ou bien je peux donner ma dose jour en une seule perfusion de 1 heure de temps à faire passer en 1 heure de temps. Si le malade a présenté de multiples abcès, ma double antibiothérapie en viendra à bout. Mais s'il fait un pneumothorax, je ne dois jamais oublier l'exsufflation du pneumothorax. Je procéderai à une surveillance clinique et biologique du patient. À J3 de ma prise en charge, il présente une éruption maculo-papuleuse généralisée et prurigineuse. À quoi pensez-vous et que faites-vous? Je dois penser à une allergie à la pénicilline M. Je dois arrêter l'oxa et donner de la vancomycine ou bien de la fosfomycine ou de la rifampicine pour la même durée de traitement et je maintiendrai mon aminoside 5 à 7 jours. Et je vous remercie.